question que tu voulais poser? Par rapport aux élections, comment, monsieur Ah, je sais pas. quelle issue? À quoi? Aux élections. S'il y a élection. Non, il y aura élection, c'est clair, mais je veux dire. Il n'y aura pas un boycott? Il y a ceux qui appellent au boycott aussi. Eh bien, même s'il y a un boycott, il y a des gens qui vont aller voter. Bien sûr, ils iront voter. Il y a quand même, une masse considérable d'institutions sociales qui ont beaucoup d'influence, qui ont énormément d'influence, qui vont appeler à voter. Tu prends en compte uniquement les Zaouïas, qui ont une extraordinaire influence dans le milieu rural, et pas simplement le milieu rural au sens strict du terme, dans les petites villes, etc. C'est énorme ce qu'ils ont comme influence. Et bon, il y a une association des Zaouïas, si elle appelle à voter, c'est sa voix qui va passer, c'est pas celle des partis politiques. Mais enfin, ça, les Zaouïas, c'est déjà des structures anciennes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le pays? La rue. Oui, mais est-ce que la rue est un facteur, de changement? C'est-à-dire, est-ce que la rue, elle est capable de penser un programme? Ou alors est-ce que la rue est capable juste de dire une colère? Or, la colère, l'émotion, c'est pas un programme, et tu l'as vu d'ailleurs un peu partout, mais le cas qui me fait moi le plus mal au corps, c'est la Tunisie, je veux dire. En plus, c'est pas n'importe quelle rue, la Tunisie, attention. C'est un pays qui est beaucoup travaillé par une vieille culture politique, par une vieille habitude de la pensée, où il y a eu maintien des stratifications intellectuelles. C'est un pays où l'autorité morale et l'autorité intellectuelle ont été maintenues parce qu'ils n'ont pas connu la destruction que nous avons connue. Mais surtout, la Tunisie a conservé un extraordinaire mouvement populaire, nationaliste, patriotique, pour l'indépendance et la souveraineté nationale tunisienne, et qui a fonctionné en synergie avec le peuple tunisien. Quand tu écoutes Soukri Bled qui parle, Soukri Bled, tu vois à quel point cette capacité des forces les plus avancées en matière de lutte pour la souveraineté nationale ont le contact, en tout cas l'engagé avec le peuple. Alors imagine aussi que dans Tunisie, il y a infiniment moins de facteurs de division qu'en Algérie. En Algérie, il faut rajouter à toute notre régression dans l'analyse politique, dans la production de la connaissance de l'analyse sociale, de l'analyse politique, et bien tu rajoutes tous les facteurs de division ethnique, tous les facteurs de division linguistique, tous les facteurs de division importés. C'est-à-dire des facteurs de division totalement artificiels, mais qui sont agités de l'extérieur. Et d'ailleurs qui sont soutenus de l'extérieur. Qui sont par des médias, par des télévisions, par des... cette question de la centralité nationale du débat politique en Algérie, pour nous, elle est entière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a que le débat national, il est centré sur l'Algérie d'abord, et il est issu des dynamiques algériennes. Quand tu vois les auteurs qui ont été préfabriqués par Saint-Germain-des-Prés, qui c'est qui nous en parle? Qui c'est qui nous impose son ça comme étant une référence littéraire ou la politique? C'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas à partir d'un lectorat algérien que les gens se sont confrontés dans leurs idées. L'officier nazi que Boumediene a recruté pour former les officiers de l'ANN, c'est-à-dire que l'ANN a été foncièrement
construite sur le modèle de l'idéologie nazie, de la structure nazie. Et puis il y a pire que ça, aujourd'hui. Alors la question qui est à l'issue, enfin je réagis à la question elle-même. Réfléchir en termes d'issue, c'est déjà posé comme évidente et comme indiscutable la notion de crise. C'est-à-dire qu'il y a une crise, oui, d'accord, il y a peut-être une crise, il faut en discuter. Mais pourquoi réfléchir en termes d'issue? Parce que réfléchir en termes d'issue, c'est ne pas réfléchir en termes de processus. C'est-à-dire comme si le moment où nous sommes aujourd'hui, avec ces difficultés, n'est pas le résultat d'un processus. C'est-à-dire des longues périodes de changement visibles quelquefois, mais le plus souvent invisibles, qui ont des processus de changement qui a amené aussi bien les citoyens à espérer un changement. Parce que c'est ça qui est important aussi, que dans la lettre qui a été associée à la candidature du président Bouteflika pour un nouveau mandat, cette lettre, le contenu essentiel c'est de promettre un changement. Et il faut souligner qu'elle promet une démarche inclusive, c'est-à-dire après les élections, il y aura une conférence nationale, tout le monde va y être, on va dégager un programme politique, économique, culturel, qui sera un programme national. Et il est prévu que, même s'il faut faire des modifications dans la Constitution, eh bien, elles seront faites. C'est-à-dire, bon, en clair, qu'il y aura peut-être un poste de vice-président. Bon, c'est ça ce que les gens ont compris, en tout cas, et ce que les gens ont espéré. Alors, dans un cas comme dans notre garde, si tu enlèves dans ta réflexion l'idée qu'il y a eu un processus qui nous a amenés à la fois au niveau de la jeunesse algérienne à espérer un changement et au niveau des pouvoirs tel qu'il est aujourd'hui à sentir, à comprendre qu'il doit proposer l'espérance, l'espoir d'un changement. Et c'est donc qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre le sentiment, la perception, l'impression, le sentiment que nous sommes arrivés, non pas à une impasse qui nous demanderait une issue. C'est pas parce que le mot issue, ça vient du mot impasse. Mais le sentiment que, disons que ça ne peut pas marcher comme avant. Alors, mais ce qui signifie que tous ceux qui veulent réfléchir, d'un point de vue des programmes, etc., d'emblée, doivent se placer dans la perspective d'un changement déjà opéré. Bon, je veux dire quoi? Je veux dire que si je dois parler aujourd'hui des élections, en fait, ce n'est pas les élections qui seraient importantes pour moi. Ce qui serait important, c'est que je me place du point de vue d'un changement qui est déjà en train de se faire, c'est-à-dire qui est déjà en route. Et nous sommes dans un maillon intermédiaire, et donc je vais réfléchir, mais quelle orientation donner à ce changement? Changer pour aller vers quoi? Et changer en venant de quoi? Qu'est-ce qui s'est accumulé comme expérience économique, culturelle, politique, artistique, etc. dans notre pays, qui fait qu'on sent qu'il y a une sorte de... Alors les gens, bon évidemment, tu me parles à moi, tu sais, bon, tu me parles évidemment, c'est-à-dire sur la base de mes options. Bon, il est connu, c'est pas une nouveauté que je suis
partisan du socialisme, que je pense que l'option capitaliste qui a été prise après la mort de Boumedienne est une option qui allait nous enfoncer dans un processus de crise. C'est là même dont nous parlons aujourd'hui. Et que tout cela s'est fait en jouant sur des mots. Parce que le socialisme tel qu'il a été construit par Boumedienne, bon, c'était d'abord pas le socialisme auquel on pense en général, c'était la nécessité d'une économie solidaire. C'est l'État algérien au lendemain de l'indépendance, avec toutes les fractures que nous avions subies du colonialisme en tant que système économique, social et politique, mais aussi de la guerre, des guerres de résistance, et ensuite de la guerre de libération nationale. Notre société a payé le prix fort. Et est-ce qu'en 1962, il y avait des puissances économiques, des puissances de l'argent, qui auraient pu mobiliser des capitaux pour développer l'Algérie? On n'avait pas. Le seul acteur qui pouvait mobiliser des capitaux pour construire des écoles, des routes, des hôpitaux, des usines, et prendre en charge 1 million et demi d'éclopés, d'orphelins, de guerres, de veuves. Et c'était l'État. Et même l'État à l'époque était pauvre, parce que les accords d'Évian, c'était oui que nous avions l'indépendance, le drapeau, etc., mais aussi là, les accords d'Évian garantissaient les intérêts à la fois des pieds noirs, mais surtout des institutions économiques nées de la colonisation qui était là, c'est-à-dire que les assurés, les banques, les assurances, les mines. Et donc oui, quand même dans la main de neige, c'était garanti par les accords d'Évian. Et encore plus le pétrole. Or, pour que l'État puisse, à un moment donné, ouvrir les écoles, ce qui était notre rêve, c'est incroyable, les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer cela parce qu'ils vivent dans des conditions totalement différentes. Mais le rêve de nos mamans, de nos papas, etc., qu'on aille à l'école, qu'on devienne des avocats, des médecins. D'abord c'est ça, d'abord c'était ça, après ingénieur, mais d'abord médecin et avocat. Et puis ça, parce que c'était les besoins nés de la colonisation. Et bien cet argent n'était pas à nous. Il a fallu. Bon, évidemment, à l'État non plus, on n'avait pas le droit. Mais le départ des pieds noirs les a laissés vides. Et il y a eu une bagarre autour. Allez, on officialise l'occupation des terres par les travailleurs, ou là, on va contre. Eh bien, il y a des gens qui étaient contre. Par exemple, Diles, le colonel Sadak, qui a insulté les comités de gestion en les appelant comités d'indigestion. C'est-à-dire qu'il accusait les travailleurs de dormir. Bon, quand tu vois un tu comprends que dans la haute hiérarchie de la NN, les gens n'étaient pas d'accord, déjà sur l'option à prendre l'indépendance, mais continuer à rouler sur la base de l'économie de marxisme, qu'on appelle l'économie de marxisme, c'est-à-dire le capitalisme, ou alors, et c'était ça l'option des officiers, d'autres officiers de la LS, officiers supérieurs, notamment autour de Boumedienne, pour qu'on aille vers une économie solidaire. C'est-à-dire que ce pays qui a été arraché par tout le peuple, ce pays doit rendre au sacrifice de tout le peuple la plus grande partie possible des bienfaits de l'indépendance. Et donc on a ce qui a été fait, c'était d'un courage immense à l'époque. Il ne faut pas oublier Mossadegh, il ne faut pas oublier les coups d'État qui ont été organisés chaque fois qu'un gouvernement ou qu'un État a essayé de récupérer ses richesses. Alors Mossadegh en Iran en 1953, le canal de Suez en 1956, l'Amérique latine, ça a été des séries de coups d'État à la file et à la chaîne. Eh bien, l'Algérie a nationalisé. Ce qui était une nécessité, si nous voulions avoir de l'argent pour construire des écoles, il fallait qu'on prenne cet argent-là et qu'on le prenne là où il est. Donc on a nationalisé les banques, les assurances, les mines,
Et puis, le plus gros morceau, c'était après, c'était nationaliser le pétrole. Et c'était nationalisé en partie le pétrole. C'était pas bon avec l'espèce de moment quasiment de guerre que nous risquions. Et ça, c'est pas le socialisme. Je veux dire au sens classique du terme, au sens marxiste du terme. Ça, c'est la prise par l'État d'un acte de volonté et de souveraineté sur des richesses qui nous avaient été déjà spoliées. Parce que ni les banques, ni les assurances, ni les mines n'auraient pu être françaises s'il n'y avait pas eu l'acte de la colonisation. Et donc, à ce moment-là, eh ben, il fallait qu'il y ait une volonté algérienne qui s'affirme pour avoir un destin, un avenir différent de ce que nous avait déjà tracé l'intrusion coloniale et l'occupation coloniale, qui elle-même, maintenant ça dépend de celui qui parle, qui est elle-même un résultat d'un système économique mondial qu'on appelle impérialisme. Bien sûr, d'autres gens peuvent considérer que c'est une intrusion d'un autre système religieux, d'une volonté religieuse. Bon, de toute façon, c'est pas tout à fait faux, puisque soit les prêtres précédaient les soldats, soit les soldats précédaient les prêtres dans toutes les colonisations. Ça a une part de vérité. Mais pour d'autres, c'était uniquement la colonisation, une histoire d'occasion historique. C'est des indigènes qui disent ça. D'occasion historique pour permettre à des peuples dits retardataires d'avancer vers... Et donc tu vois bien que même chez nous, la perception de la profondeur de ce que c'est le système colonial, on n'est pas d'accord, chacun sa perception. Et ces ressources naturelles, financières, ont été nationalisées dans un but solidaire. On ne les a pas donnés à un individu, c'est l'État qui les a pris. Bon, à partir de là, bon, c'est bien réfléchir, on a dit socialisme. Eh bien, on a dit socialisme, mais c'était par défaut. Le terme nous en donne. Le contenu, c'est le contenu qui nous permet de vivre encore aujourd'hui. Le contenu, c'était cela. Faire des usines, faire percer des routes, créer des hôpitaux, développer les universités, les écoles. C'était cela, le contenu solidaire. Ça veut dire qu'il y avait, pour utiliser une formule actuelle, il y avait une socialisation des bénéfices. Il y avait une socialisation des moyens de production, et il y avait aussi en face une socialisation des bénéfices de ce développement économique. C'était aussi sur le plan philosophique, sur le plan psychologique, mais aussi affirmer sa volonté. Les gens ne peuvent pas comprendre aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas qu'ils manquent d'intelligence, c'est les conditions simplement qui sont différentes. Combien nous, qui sortions d'une époque coloniale, dont la marque principale sur le plan moral et mental, c'était le racisme, combien on avait envie de leur remontrer à ceux qui nous ont colonisés, de leur remontrer sur nos capacités, et que nous étions, nous, capables, à la fois de devenir des ingénieurs, des architectes, de faire des camions, de faire des tracteurs, de faire des moteurs. On était vraiment, il y avait derrière cette volonté nationale, eh bien, il y avait à la fois une sorte de revanche sur le racisme, mais il y avait surtout, avec la volonté, ça marche ensemble, il y avait l'optimisme social. Il y avait l'optimisme de cette volonté en œuvre et en marche. Et donc on était optimiste pour le pays. Personne d'entre nous ne songeait à partir.
Évidemment, il y a des gens qui sont partis, il y avait des gens qui, d'ailleurs, depuis l'époque coloniale, n'avaient qu'une seule envie, c'est d'être avec d'être à l'étranger, de s'extraire de l'indigénat. Mais quand tu vois aujourd'hui, c'est-à-dire cet optimisme, quand après la mort de Boumediene, on a fait le choix du capitalisme, eh ben c'était le choix d'entrer déjà à l'époque, c'était en 1980-81, c'était déjà le choix de rentrer dans un système qui manifestait lui-même des accès de fièvre et des accès de crise. Ça, sur le plan pratique, tu as l'idéologie vulgaire, laissez-nous gagner, vous nous empêchez, l'État, avec l'expression achevée. C'était 8 ans après, c'était en 1988-89, c'était cela. Elle est du point de vue du principe que vous n'avez pas à réglementer une activité qui est illicite. Pourquoi tu viens réglementer? Parce que le licite, les halal, il est supérieur au réglementaire. Et le halal, il faut que le canon. Bon, c'est l'expression vulgaire. Ce qui n'était pas l'expression vulgaire, c'était ce qu'il écrivait avec le docteur Bobton, etc. C'était des pages et des pages, presque tous les jours dans les journaux. Et puis, chez les modernistes, et puis chez les socialistes repentis, il disait bon, que le choix du capitalisme était un choix judicieux parce qu'il allait permettre de ramener sur notre pays, où il y avait encore des survivances conservatrices, il allait nous amener la rationalité capitaliste. D'abord, il fallait penser que le capitalisme a une rationalité, ce qui est une équation mentale impossible. Le capitalisme, c'est un mode de production. C'est pas une personne, c'est pas une organisation militaire, politique. Non, le capitalisme, c'est un mode de production. Et donc le capitalisme, lui, ne va pas te ramener la rationalité. Il ne va pas te ramener la rationalité parce que sa propre rationalité, lui, il l'a construite sur 3-4 siècles de développement en Europe en faisant la série de crises que tout le monde connaît, les révolutions, contre-révolutions, le retour des républiques. Enfin bref, c'est-à-dire que le capitalisme, il a mûri dans une expérience européenne qui l'a amené du stade de la manufacture au stade de la révolution industrielle, du stade de la révolution industrielle au stade primaire de l'impérialisme avec la fusion entre le capital financier et le capital bancaire. Il faut lire Zola pour ceux qui veulent s'informer un peu, ou lire Lénine. Évidemment, il faut mieux lire Lénine que Zola, mais quand on ne peut pas lire Lénine, eh bien on lit Zola et on comprend que ça veut dire la fusion du capital financier, du capital bancaire dans la Curie. Dans le roman la Curie, et puis, ce stade primaire de l'impérialisme s'est développé en impérialisme développé jusqu'à aujourd'hui. Il y a un hyper-impérialisme. Sa rationalité. Et tu vas importer la rationalité comme si tu importais les usines en clé en main que tu reprochais à Boumediene de ramener. Évidemment, c'était impossible. Si tu ramènes le capitalisme, tu ramènes le principe de base, qui est que l'intérêt individuel va primer sur l'intérêt collectif, c'est-à-dire sur l'intérêt solidaire. Et nous avons le renversement de l'équation. Ce n'est pas la socialisation des bénéfices du développement qui allait se passer, c'était la privatisation des bénéfices du développement. Cette privatisation, bon, ben, écoute, elle va prendre
des formes fantastiques, parce qu'elle va apparaître sous la forme des individus. T'écoutes. C'est ça la privatisation, les bienfaits du développement. Et amener le capitalisme, ça a été la fracture fondamentale, principale, qui fait que l'action de l'État a abandonné le terrain de la socialisation des bienfaits du développement vers sa privatisation. Et alors, quand la volonté de faire quelque chose disparaît, tu laisses place à quelle force? Pas du tout la logique du capitalisme. Tu vas laisser la place aux forces qui sont réelles dans la société. Et les forces réelles de notre société, à l'époque jusqu'à aujourd'hui, c'était les liens tribaux et claniques. Et donc les richesses ont commencé à se créer, puis à se développer, et puis à s'imposer à travers les liens familiaux. Et on a commencé à placer des élus au niveau des mairies, ou des wilayas, ou là, au niveau de la PN, non pas pour réfléchir à un programme national, mais pour réaliser des intérêts sectoriels. Quand on dit parce qu'il y a un latin, parce qu'il y a un je sais pas quoi, parce qu'il y a un allemand, mais non pas en tant que dans un esprit de solidarité sociale et nationale, mais dans l'esprit de régler des problèmes étroits. T'as ma famille, t'as ma tribu, t'as mon clan, t'as mon village, t'as mon quartier ou mes chemins. C'est dans cette perdition de l'intérêt national, de l'idée que nous devons avoir conscience d'un intérêt commun qui est supérieur à l'intérêt de chacun et supérieur à la somme des intérêts de chacun. Alors bon, pour rappel, cette question de l'harmonie, la solidarité était une question essentielle. Il y avait la question de l'équilibre régional. Chaque région avait reçu sa part d'investissement et d'usine. Mais elle était aussi au niveau de la représentation. Il prenait soin à l'époque de Bobigny qu'à chaque niveau de représentation, APN, gouvernement, autre institution, il fallait qu'on retrouve des élus, des responsables, des chefs, des ministres qui représentent les différentes régions d'Algérie pour que jamais notre cohésion nationale ne soit prise en défaut. Et bien parce que la guerre d'indépendance, notre guerre d'indépendance et notre indépendance ensuite, elle n'était pas basée sur la réalité d'une économie nationale. Notre économie, elle était encore une économie domestique. Il a fallu qu'on construise cette économie nationale. Et le grand mérite de Bobigny, c'est d'avoir construit une économie nationale qui fait que nous achetons maintenant des téléviseurs des tracteurs, des moteurs, que nous achetons à Alger, que nous achetions à Alger des souliers fabriqués à Tiaret ou des couvertures fabriquées à bougie. C'était ce système d'échange de marché national que Bobigny avait créé. Et bien le marché national, pour nous, le contenu historique, et bien c'était une économie solidaire. C'est-à-dire une économie dans laquelle l'ensemble des Algériens se retrouvaient. On ne peut pas se retrouver en tant qu'ensemble d'Algériens face à des gens qui importent des kiwis, ni des bananes. L'importation, l'économie d'importation dans laquelle nous sommes, c'est une économie qui nous met en phase et dans le pipe directement avec l'étranger, et non pas entre nous. Ce n'est pas un système d'économie qui permet les échanges internes, mais qui permet la domination des produits extérieurs et donc du facteur du marché international. Et c'est ces systèmes, donc ces mécanismes s'appuyer
sur les systèmes concrets réels de parenté, soit de parenté directe, soit de parenté clanique, qui a usé au fur et à mesure notre cohésion nationale. Alors nous nous retrouvons à mesure que la cohérence qu'avait ramené le développement solidaire, que se détruisait à la perte de capacité de décision. Alors nous avons eu deux grandes phases. Bon, peut-être que les gens ne s'en souviennent pas. La première phase de la désocialisation, ça a été l'idée qu'il fallait vendre les usines à des capitalistes nationaux. C'est comme ça qu'on a vendu les États Tanzanie qui auraient dû revenir à la fin des Tanzanie qui était encore vivante. Eh bien, on a vendu à Al-Barab. Mais pas seulement, on a vendu à Al-Barab l'usine de sucre qui était un projet national et qui était lié avec la culture de la betterave sucrière. Et la culture de la betterave sucrière allait de Khmis Miliana à Indefla. Avec promesse qu'il allait maintenir et l'usine et la production sucrière et une production algérienne de sucre qui avait déjà commencé. Résultat de course, il ferme l'usine, malgré l'accord qu'elle avait signé et la culture de la betterave sucrière s'arrête et nous importons du sucre. C'est-à-dire d'emblée, dans ce système tel capitalisme, où c'est la règle du profit qui est primordiale, qui est la première, qui est la loi supérieure, et bien il y avait infiniment plus de profit immédiat à importer du sucre que de fabriquer en Algérie. Comment ici, c'est une illustration de comment l'intérêt privé a supplanté tout intérêt national. Bon, cette privatisation des ensembles industriels a amené à une crise qui a été aggravée en 1986-85 par la chute des prix du pétrole. Et ce que nous avons eu après, la phase suivante, c'est que quand tu rentres dans le capitalisme, tu perds la main sur les décisions, sur ta volonté. Tu n'as plus la décision de faire ce que toi tu veux. Mais au fur et à mesure, tu vas faire ce que le marché veut. Or, le marché, ce n'est pas un fantôme. Le marché, c'est le système complexe des prêts, des dettes, le FMI, la Banque mondiale, mais qui, chaque fois que cette option qualifiée te met en crise, comme elle nous a mis en crise, nous, mais bien après la Tunisie, tu as les émeutes du pain, bien après les émeutes du pain du Caire, qui ont débouché sur Sadat el-Fitah. La deuxième étape, c'est que chaque fois que tu es en crise dans le capitalisme, pour résoudre le problème du capitalisme, il te faut plus de capitalisme, pas moins. Et la deuxième étape, figure-toi, elle a commencé dans les années 1999. Les années 2000, on a commencé à compter sur les IDE. À l'investissement direct. Alors, je dis, donc, le capitalisme, ça m'a dit, bon, on nous a expliqué qu'on n'a pas su. On n'a pas su, on nous a ramené des experts pour expliquer qu'il nous manquait l'intelligence économique, qu'on ne savait pas mettre comment on appelle ça, l'emballage, ou même et bien les idées, ça a été la deuxième illusion. On va offrir, on va donner toutes les conditions qu'ils veulent aux investisseurs étrangers et puis ils vont venir. Problème numéro un, c'est quand ils viennent pour faire quoi? Ils viennent pour réaliser le profit ou là pour réaliser tes besoins. Ils vont venir pour réaliser tes profits. C'est la question numéro une. Et donc, il faut bien que, s'ils viennent, il faut que tu aies un minimum de maîtrise sur les dégâts que leurs profits vont produire. Bon, comment dire à des jeunes comme 2000, 2001, là,
porte à Djedjen ou d'un port à Djedjen où ils vont venir, ils vont s'installer à Djedjen, ils produisent sur place, ou le port d'abord, mais parce que les idiots ne se déplacent pas de cette façon-là. Ce n'est pas une concurrence entre nous et la Chine, ou là entre nous et le Maroc, ou là entre nous et la Malaisie. Qui c'est qui va offrir les meilleures conditions et les meilleures garanties? مالكش في السوق. مالكش تبيع قردة كيبيع السردين 25,000 أنا نبيعو ب20. Non, pas du tout. Les idiots se déplacent en fonction d'autres critères qui ne sont pas des critères uniques de main-d'œuvre, prix de la main-d'œuvre. Et je me souviens, bon, j'ai le temps de me souvenir, que le premier plan pour inciter les idiots à venir, c'était qu'on a mis 50 milliards de dollars sur le marché algérien. C'était pour le développement. Ben, ils sont venus. Je me souviens d'avoir écrit un article à l'époque, mais si vous annoncez qu'il y a 50 milliards de disponibles pour acheter, allez chez 50 milliards. C'est ce qu'ils ont fait. Alors l'Algérie, à l'époque, nous avions accompagné ces 50 milliards d'un certain nombre de conditions. On a demandé aux automobiles, les importateurs d'automobilettes, à le dire 3 ans après, vous construisez vos premières usines de montage. Pour les médicaments, c'est ce qu'on avait fait. Mais dans les 3 ans, vous construisez vos usines de montage. Évidemment, ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont fait maintenant. Mais maintenant que ça fait 3 ans que le marché de l'automobile s'y resserre, une fois qu'on a acheté une masse incroyable de véhicules, c'était le marché qui était ouvert. Tiens, les 50 milliards de dollars, on n'a pas. Mais les idées, il faut aussi des accords, il faut qu'ils donnent les garanties. Nous avons signé l'accord d'association avec l'Union européenne en 2003, signé Abel Khadem, mais qui c'est qui l'a dit de signer? Je connais le signé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Et l'accord d'association avec l'Union européenne, même pas les capitalistes, c'est-à-dire même pas ceux qui avaient des usines, n'ont eu le droit de parler, si vous faites ça, vous allez ruiner notre production nationale. Et les accords avec l'Union européenne n'ont jamais abouti sur des investissements directs étrangers, européens en Algérie. Par contre, ils ont débouché sur la multiplication de financements d'ONG dans tous les domaines. Et ils ont donc financé des ONG qui, au final, sont devenus quoi? Sont devenus une armée de fonctionnaires sous-payés pour diffuser le point de vue politique de l'Union européenne. Il y a des liens. Ils ont aidé à créer des radios, ils ont financé des ONG qui allaient dans les villages pour parler des droits de l'homme, des droits démocratiques. Enfin, ils ont financé la propagande. Il y a des bêtes. Ça, les investissements, l'association avec l'Union européenne n'a rien donné. Croire dans les idées, ça n'a rien donné. D'ailleurs, en 2005, je me souviens qu'après le deuxième mandat LTAO, le président Bouteflika avait formulé cette remarque. Medjaouch. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette Algérie optimiste, l'économie solidaire, on est passé à cette Algérie pessimiste et désespérée? Comment se fait-il que nos enfants aillent mourir en mer plutôt que de rester en Algérie? Le problème, ce n'est pas tellement que des ministres, parce que c'est arrivé, les accusent de traîtrise, que d'autres, notamment responsables du FLN, les méprisent et parlent de suicide au Meshma. Le problème, c'est comment l'opposition, qui est censée aussi apporter
le débat sur les questions des espérances citoyennes. C'est absent. Je connais les élections d'élection indienne de l'avenir. Qui c'est qui a posé un débat national? Pourquoi nos enfants fuient? Comment se nous sommes passés de l'optimisme d'un pays qui voulait à ce pessimisme mortel? Et هذيك la période نتاع دخلنا في الاركان تاع الراسماليه. En 1994, nous avons signé un accord avec le FMI qui nous bloquait l'augmentation des salaires. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le capitalisme? Au moins, on avait le SGD. C'est-à-dire que nous avions un système d'harmonie des salaires. L'ingénieur, il خلص le technicien supérieur. Ou le technicien supérieur, il خلص l'ouvrier hautement qualifié. Quand même. Et il y avait donc une hiérarchie qui visait à une harmonie sociale. Il ne fallait pas qu'il y ait des harmonies sociales. Évidemment, il n'y avait pas une harmonie qui était parfaite. Le SGT, c'était Hamid Akash, et puis après Hamid Akash, il y a eu un autre qui a eu un grand rôle dans ça, ça a été Rachid Haj Lazim. Mais aujourd'hui, nous avons signé un accord avec la FMI en 1994 qui bloquait l'échelle des salaires en la fonction publique. Et nous en arrivons aujourd'hui dans la désharmonie dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que nous avons des médecins qui touchent 45 000 dinars, 50 000, 60 000, 70 000 dinars par mois. 70 000 dinars par mois, c'est-à-dire qu'ils ont 2 000 dinars par jour. 2 000 et quelques. Le dernier des manœuvres touche 2 000 dinars par jour en Algérie. Il est impossible pour un médecin de vivre avec 2 000 dinars par jour. Parce que même dans les systèmes capitalistes, on estime que les cadres supérieurs, ça veut dire médecins, ingénieurs, etc., architectes, techniciens supérieurs, économistes, parmi leurs besoins vitaux, et il n'y a pas que la pomme de terre, il y a aussi les outils culturels, les livres, la fréquentation, les théâtres, le cinéma, comment est-ce qu'il va aller au théâtre? Quel livre il va acheter? Sur 2 000 dinars par jour, le dernier des livres, il coûte 800 dinars. C'est qui? Et cette politique de blocage des revenus d'ingénieurs, de compétences que nous avons formées avec notre argent. On leur dit partez, on les expulse. Et on expulse nos cerveaux depuis cet accord avec le FMI. En fait, depuis 1994, avec une accélération continue. Et est-ce qu'on peut... l'opposition qui c'est qui a mis ça sur la table? Gadon ne peut pas, l'Algérie ne peut pas continuer à financer la formation de ressources humaines aussi capables, aussi importantes, et puis les offrir à l'étranger. Canada, France, mais je sais pas. Voilà ce que ça veut dire la perte de volonté. Mais parce qu'avec la perte de volonté, il y a également la perte de la perception des problèmes. C'est-à-dire on est soumis à des... Quel est le... Alors, pourquoi l'État est incapable d'augmenter les salaires? Et nous avons une série de conséquences d'une option capitaliste. Dès qu'il y a option capitaliste, vous perdez votre capacité de souveraineté. Vous perdez votre capacité de volonté, et en perdant votre capacité de volonté, vous perdez la capacité de vous imposer. Alors, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une étape intermédiaire qui est issue de ce long processus de désinvestissement de notre volonté nationale, de notre attachement et de notre devoir d'attachement
l'arrachement d'ailleurs à une société, à un État solidaire tel que proclamé dans le 1er novembre, et ensuite proclamé dans le congrès de la Souma. C'est une situation qui est désolante. Mais on ne peut pas sortir Agdaya dans la rue et croire que nous allons résoudre une impasse. Parce que croire que nous pouvons trouver une issue à une impasse, c'est croire qu'il y a une crise des institutions, croire qu'il y a une crise de régime. Il y a, bien sûr qu'il doit y avoir des problèmes d'institutions, des problèmes de régime ou méchemins. Mais ce qui est le véritable problème de notre pays, c'est la crise de l'option. C'est quelle est cette option que nous avons adoptée, que nous avons prise, et qui nous a amenés dans ce processus de désarmement. Alors, pendant cette longue période, il y a eu ceux qui ont appelé la désertification industrielle. Nous avons fermé nos usines. Et nos grandes usines, celles qui étaient porteuses. En réalité, il s'agissait d'un désarmement industriel. On a désarmé l'Algérie face à ses concurrents. Du point de vue de l'économie mondiale, sont deux. On a vu ensuite le désarmement politique de l'Algérie. Comment nous n'étions plus capables de prendre des décisions. Il y a Djabad et l'Union européenne. On voulait, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils voulaient faire dernièrement le gouvernement, pour modifier nos rapports avec eux, parce qu'on leur vendait presque rien. Ils les ont tapés sur les doigts. Ils leur ont dit non mais vous ne pouvez pas. Et le gouvernement a dû reculer. L'épisode de l'ancien ministre d'Habitat qui a été nommé Premier ministre, c'est le désarmement politique. Le désarmement politique, c'est que les lois étrangères s'appliquent dans ton pays. Alors, il y a des lois américaines qui a été agréée par l'État algérien, alors qu'une association de quartier, pour aller faire le jardinage, mais on laisse le récépissé. Et puis il y a eu ce qui est pire, c'est le désarmement culturel. Quand l'Algérie, c'était l'Algérie officielle devant la caravane Camus, qui voulait nous expliquer que Camus est un Algérien, alors que lui ne voulait pas être Algérien. Ça veut dire qu'il dit n'importe qui. C'est-à-dire, ils organisent une caravane de Français pour venir nous dire que Camus, c'est un produit, c'est le beau visage de la colonisation. Ils viennent discuter avec nous les bases de notre identité nationale. تجي توري لي يا اخي انا نسخن باش انا نوري الروحي ماشي باش توري لي انت. Silence تاع les autorités. Mais le comble, c'est Madame Reda Touré qui signe un accord avec les Français pour le cofinancement des films. La réalité, c'est que c'est nous qui finançons les projets de films français. Et on n'a aucune chance, selon les termes de ce contrat, de faire financer par les Français un projet de film algérien. Et nous arrivons à cette campagne الوهراني فيلم الوهراني هذاك اللي هو هذاك تاع الصيف هذاك ونو بريزونت لا فعلا كوم تاع راماسي دو بريغون دو فوايو هذيك كانوا وصلنا وما نقدروش نهضروا. Alors, il y a est-ce qu'il y a encore aujourd'hui les capacités de parler des élections, c'est dire déjà, le principe de base, c'est de se situer dans un post-changement. Quand c'est que le changement est en train de se faire, on ne discute pas, on va garder le système actuel du système Hadar. C'est quel système peut correspondre à notre... Bon, donc ça va être très difficile parce qu'il vient de lire une contribution de Taouane. Les oligarques qui sont en train de se battre pour prendre le pouvoir d'État. Et le pouvoir d'État, il l'a pris longtemps. Très longtemps.
Maintenant, ils se battent entre eux pour savoir quel est celui d'entre eux, qui va avoir la suprématie sur l'autre, qui va arracher ce pouvoir d'État pour lui-même et pour son groupe. Et alors, حنايا qui voulons penser à une Algérie unie, une Algérie solidaire, une Algérie où notre peuple ait le droit de vivre dans la dignité, avec des possibilités de travail, de logement, de culture, d'éducation. Alors, comment on va faire pour dire, il ne s'agit pas de parler de changement, qui est de façon qui est toujours en train de se faire, mais quelle direction donner à ce changement? Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.